Bonjour à tous. Alors, acheter un bien immobilier en Israël, c'est souvent le projet d'une vie, surtout en couple. C'est une aventure incroyable, c'est sûr, mais attention, il y a un piège fiscal un peu caché qui peut coûter très très cher. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple. Imaginons Sarah et David. Voilà, ils sont mariés, super heureux, et ça y est, ils ont trouvé la maison de leur rêve. Tout est prêt, ils sont à deux doigts de signer. Franchement, tout a l'air parfait, non? Eh bien, pas tout à fait. Il y a un petit détail, un tout petit truc qui en fait change absolument tout. Le truc, c'est que Sarah, elle, est déjà propriétaire d'un petit appart qu'elle avait acheté bien avant de connaître David. Et cette info, qui a l'air de rien, eh bien elle risque de transformer leur beau projet en un véritable cauchemar fiscal. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème, au juste? Pour piger ça, il faut qu'on se penche sur un concept qui est vraiment au cœur du droit fiscal en Israël. C'est ce qu'on appelle la notion de cellule familiale. C'est la clé de tout, et c'est vraiment là que les choses se compliquent pour les couples comme Sarah et David. Le principe, il est simple. C'est ce qu'on appelle la présomption de la cellule familiale. En gros, pour le fisc, un couple marié, eh bien, c'est une seule et même personne, un seul propriétaire. Peu importe si c'est Sarah qui a acheté avant ou David après, aux yeux de la loi, ils ne font qu'un. Et la conséquence de ça, elle est immédiate. Puisque Sarah a déjà un appart, la nouvelle maison qu'ils veulent acheter ensemble, eh bien paf, elle est automatiquement classée comme résidence secondaire pour la famille. Et ça, même si pour David, c'est son tout premier achat immobilier. C'est là que le bad blesse. Et là, on se dit, résidence principale, secondaire, bon, c'est juste des mots. Mais non, pas du tout. Cette petite différence, elle a un impact financier qui est juste énorme. Ça se joue sur deux impôts en particulier. Et c'est là que vraiment le piège se referme et que les chiffres commencent à faire mal. D'abord, il y a l'impôt sur l'acquisition, le Mas Rekisha. Pour une résidence unique, c'est plutôt cool. Les taux sont progressifs, il y a même une exonération au début. Mais pour une résidence secondaire, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus brutal. On parle d'un taux fixe de 8%, et ce dès le tout premier shekel. La différence est juste colossale. Pour qu'on se rende bien compte, sur un bien qui vaut, disons, 3 millions de shekels, cette petite différence de traitement peut représenter plus de 150 000 shekels d'impôts en plus. Je sais pas si on imagine, c'est une somme énorme. Une somme que Sarah et David n'avaient absolument, mais alors absolument pas prévue dans leur budget. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le problème, il revient aussi plus tard, au moment de la revente, avec l'impôt sur la plus-value, le maché vache. En temps normal, la vente d'une résidence unique peut être complètement exonérée d'impôt. C'est un super avantage. Sauf que pour une résidence secondaire, eh bien cet avantage y saute. Et là, toute la plus-value est lourdement taxée. C'est la double peine en quelque sorte. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que Sarah et David sont condamnés à payer tout ça? Eh bien, il faut savoir que pendant des années, la réponse aurait été oui. Désolé pour eux. Sauf que un événement juridique majeur est venu tout chambouler et a ouvert une brèche à laquelle personne ne s'attendait. Regardez un peu cette frise. Avant 2021, c'était quasiment impossible de contester ça. C'était la règle, point final. Mais en 2021, tout a basculé. Une décision de la Cour suprême, la fameuse jurisprudence Rosenbaum et Blank, a vraiment créé une révolution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la Cour suprême a dit « Ok, la présomption existe, mais elle n'est pas absolue. Un couple a désormais le droit de prouver qu'en réalité, il n'est pas une seule et même entité fiscale. Et la clé pour ça, c'est de démontrer qu'il y a une séparation réelle, effective, de leur patrimoine. » C'est une super nouvelle, évidemment. Cette décision, elle ouvre une porte vers des solutions bien concrètes. Mais la question, c'est comment on fait pour passer cette porte? On va voir maintenant, très concrètement, quels outils un couple comme Sarah et David peut utiliser pour protéger son investissement. L'outil numéro 1, le plus important pour prouver cette fameuse séparation, c'est ce qu'on appelle en hébreu un eskem mamon. En français, on dirait un accord de séparation de biens. Ça peut être un contrat de mariage ou un accord signé après le mariage. Mais attention, et là c'est vraiment un point essentiel. Il ne suffit pas d'agiter un simple bout de papier sous le nez du fisc. Ce serait trop simple, ça ne marche pas comme ça. Le diable, comme on dit, se cache vraiment dans les détails. Pour que cet accord soit reconnu, il y a deux conditions non négociables. D'abord, il faut que le document soit en béton armé, rédigé par un expert qui connaît sur le bout des doigts et le droit de la famille et la fiscalité. Et ensuite, et ça c'est peut-être le plus important, il faut que la séparation soit réelle, vécue au quotidien. Ça veut dire des comptes en banque séparés, une gestion vraiment distincte des finances de chacun, bref, il faut prouver que ce n'est pas juste une fiction sur le papier. Tout ça, ça nous amène à une conclusion qui est finalement assez simple. La clé, c'est l'anticipation. Faire comme si cette règle de la cellule familiale n'existait pas, c'est courir tout droit vers des problèmes et subir l'impôt. Au contraire, planifier les choses, c'est se donner la chance de l'optimiser. Et tout ça, bien sûr, ça doit se faire bien avant de signer le moindre papier chez le notaire.
Alors, pour conclure, il reste une question en suspens, une question que chaque couple dans cette situation devrait se poser. Est-ce que la stratégie fiscale est bien à la hauteur du projet immobilier ? C'est un peu paradoxal quand on y pense. L'achat d'une maison, c'est l'acte d'union par excellence. Mais la clé pour que ça réussisse financièrement, ça peut être de prouver sa séparation. C'est une réflexion qui est vraiment essentielle pour être sûr que le rêve ne se transforme pas en douche froide fiscale.